Parfois, la vie bascule en un instant. Une photo sur un écran. Une vérité qui éclate comme du verre brisé. Clara a 45 ans et 12 ans de mariage. Quand son mari Alexandre lui annonce qu'il part camper seul une semaine pour décompresser du travail, elle pressent déjà que quelque chose ne va pas. Les détails qui ne collent pas. L'intuition sourde qui lui noue l'estomac. 3 jours plus tard, une amie lui montre des photos sur Instagram. Ce qu'elle découvre va tout détruire. Mais parfois, se briser est la seule façon de renaître. Clara l'observe depuis le seuil de la chambre, debout devant leur lit défait, en train de rouler méthodiquement ses vêtements dans ce grand sac de randonnée North Face qu'il n'a pas utilisé depuis des années. Alexandre a cette concentration particulière qu'il affiche toujours quand il prépare un dossier important au cabinet Mercier & Associés. Mâchoire serrée, gestes précis, regard fixe comme un chirurgien avant une incision délicate. Sauf que là, il ne prépare pas un procès. Il prépare une semaine de camping seul en forêt de Fontainebleau. Hier soir, devant la télévision éteinte, il a prononcé ces mots d'une voix calme et posée. « J'ai besoin de décompresser du travail, de retrouver le silence, de me reconnecter à l'essentiel. » 12 ans de mariage ont appris à Clara à lire les micro-expressions de son visage, les tics nerveux de ses mains aux doigts longs et soignés, les inflexions dans sa voix de baryton quand il ment aux clients au téléphone en leur promettant des délais impossibles. Et là, debout dans la lumière grise de ce vendredi matin de septembre qui filtre à travers les rideaux en lin beige de leur appartement du 15e arrondissement, elle capte des incohérences qui lui nouent l'estomac comme un nœud de marin serré trop fort. Il glisse dans le sac une bouteille de crème solaire, Aven Indice 50. Du type qu'on utilise sous les tropiques, pas sous les chênes brunis d'Île-de-France en septembre. 3 chemises en lin blanc impeccablement repassées par le pressing de la rue Le Courbe rejoignent le sac, pliées avec un soin maniaque, presque tendre. Pour du camping sauvage où on dort dans la terre humide et les fougères, Clara sent ses doigts se crisper sur le chambranle de la porte. Elle ne dit rien, pas encore. Alexandre se redresse, passe une main dans ses cheveux poivre et sel coupés court. Cette coupe qu'il vient de rafraîchir mardi chez son coiffeur habituel, de la rue de la Convention, alors qu'il prétendait partir se ressourcer dans la nature, loin du monde. Il attrape sur la commode un maillot de bain Vilebrequin bleu marine encore étiqueté. 180 € pour nager dans un étang forestier? L'étiquette pend, blanche et raide, accusatrice. Clara sent quelque chose de froid et d'acide se déployer dans sa poitrine, juste sous le sternum, là où la peur et l'intuition se mélangent en un cocktail amer qu'elle connaît trop bien. Elle ne dit toujours rien. Alexandre referme le sac d'un geste sec, fait glisser la fermeture éclair qui grince doucement dans le silence matinal de l'appartement. Dehors, Paris s'éveille dans une rumeur lointaine de moteurs et de klaxons étouffés. Il se retourne enfin, semble surpris de la trouver là, immobile contre le chambranle, bras croisés sur son peignoir en coton blanc. Un sourire rapide traverse son visage, ce sourire qu'il réserve habituellement au juge avant de plaider. « Tu es réveillée. Je pensais partir avant que tu te lèves pour ne pas te déranger. » Clara soutient son regard sans ciller. Les yeux noisettes d'Alexandre, qu'elle a aimés pendant 12 ans pour leur douceur trompeuse, glissent maintenant sur elle avec une distance polie, presque professionnelle. Comme s'il la regardait à travers une vitre teintée. « Tu pars pour combien de temps déjà ? » « 1 semaine. Peut-être 8 jours si je me sens vraiment bien là-bas. Le cabinet peut se passer de moi. Camille gère très bien les dossiers courants. » Camille, sa secrétaire. 28 ans, sourire éclatant, efficacité redoutable. Toujours impeccablement habillée en tailleurs ajustés, qui épouse des formes que Clara, à 45 ans, a depuis longtemps abandonnées au profit du confort et de la simplicité. Alexandre prononce son prénom avec une légèreté étudiée, comme on mentionne un détail anodin. Mais Clara perçoit quelque chose dans l'intonation, une familiarité. Une intimité qui n'a rien de professionnel. Elle ravale la boule qui monte dans sa gorge. « Tu as tout ce qu'il te faut ? » ?»« Oui, tout. Ne t'inquiète pas pour moi. » Il soulève le sac, le passe sur son épaule avec un grognement théâtral. Traverse la chambre, s'arrête devant elle. Pose un baiser rapide, distrait, presque froid sur son front. Ses lèvres effleurent à peine sa peau. Clara ferme les yeux une seconde, respire son aftershave habituel, ce mélange boisé et épicé qu'elle connaît par cœur. Mais aujourd'hui, l'odeur lui semble étrangère, presque agressive. « Je t'appellerai s'il y a du réseau. Prends soin de toi. » Il s'éloigne déjà,
traversent le couloir aux murs blancs ornés de photos de leur voyage passé. Santorin, Lisbonne, Prague. Des époques où il la regardait encore vraiment. Clara le suit du regard, pieds nus sur le parquet froid, incapable de bouger. Elle entend la porte d'entrée s'ouvrir, se refermer avec un claquement mat et définitif. Le silence retombe sur l'appartement comme une chape de plomb. Elle reste immobile encore 5 minutes entières, fixant la porte close, respirant l'air vide. Puis elle marche lentement jusqu'à la fenêtre du salon qui donne sur la rue de Vaugirard. En bas, Alexandre charge son sac dans le coffre de son Audi grise, claque le haillon, monte au volant. Le moteur démarre dans un ronronnement sourd. La voiture s'éloigne, disparaît au coin de la rue. Clara pose son front contre la vitre froide. Ses doigts se crispent sur le rebord de la fenêtre. Quelque chose d'invisible vient de se briser dans sa poitrine. Quelque chose qu'elle ne sait pas encore nommer. Une fissure imperceptible qui traverse tout. Dehors, le ciel parisien reste gris, indifférent, lourd de menaces qu'elle ne comprend pas encore. Le lundi midi, Clara retrouve Léa dans une brasserie bondée du Marais. Elles se connaissent depuis la fac de lettres, 23 ans d'amitié tissée serrée à travers les déménagements, les ruptures, les mariages et les désillusions. Léa arrive avec 10 minutes de retard. Ses cheveux roux sont attachés en chignon désordonné. Elle pose son manteau beige sur le dossier de la chaise et s'assoit en face de Clara avec une expression tendue qui ne lui ressemble pas. Elle commande un verre d'eau d'une voix distraite et pose son téléphone sur la nappe blanche comme si l'objet brûlait entre ses doigts. La serveuse apporte leur plat. Clara a commandé une salade niçoise qu'elle pique distraitement sans vraiment manger. Léa ne touche pas à son croque-monsieur fumant. « Comment va Alexandre? Il profite bien de sa semaine en forêt ?» Clara hausse les épaules. « Je suppose. Il n'a pas appelé. Pas de réseau apparemment. » Léa ne répond pas tout de suite. Ses doigts tripotent nerveusement le bord de son verre. Elle fixe son téléphone posé entre elles, puis relève les yeux vers Clara avec une expression douloureuse. « Clara, il faut que je te montre quelque chose. » Le ton de sa voix fait immédiatement se glacer l'estomac de Clara. Ce n'est pas la voix normale de Léa, celle qui raconte des anecdotes drôles sur ses collègues du ministère de la Culture. C'est une voix étouffée, tremblante, comme celle qu'on prend à l'hôpital pour annoncer qu'il n'y a plus rien à faire. Léa déverrouille son iPhone d'une main qui tremble visiblement. Elle fait défiler l'écran avec son pouce, hésite encore 3 longues secondes, puis le retourne lentement vers Clara. Sur l'écran apparaît un compte Instagram. Pseudo en haut de page, Camille Desrosiers. Clara reconnaît immédiatement le visage souriant en photo de profil. Camille, la secrétaire du cabinet Mercier & Associés. Celle qu'Alexandre mentionne régulièrement au dîner avec une neutralité professionnelle parfaite. Léa fait défiler vers le bas et s'arrête sur une série de photos publiées samedi matin à 9h. Clara sent son pouce accélérer dans ses tempes avant même de comprendre vraiment ce qu'elle regarde. Première image. Un paysage de cartes postales obscènes, eau turquoise translucide, ciel d'un bleu violent, sable blanc aveuglant. Légende en dessous, enfin le paradis. Deuxième image. Une villa sur pilotis avec une terrasse immense en teck blond et une piscine privée à débordement qui surplombe l'océan Indien. Légende, rêve éveillé. Troisième image, un coucher de soleil flamboyant sur un horizon déchiré d'orange et de rose violent. 2 verres de champagne posés sur une table basse, bulles dorées qui capturent la lumière mourante. Légende, moment parfait. Clara fixe l'écran sans cligner des yeux. Sa bouche devient sèche. Ses oreilles commencent à bourdonner comme si un essaim d'abeilles invisibles tournait autour de sa tête. Ce n'est pas la forêt de Fontainebleau. Ce n'est pas un étang boueux entouré de chênes brunis. C'est l'océan Indien. Les Maldives, probablement. Quelque part à 10 000 kilomètres de Paris, où on ne va pas décompresser seul avec une tente et des chaussures de randonnée. Léa fait défiler encore une fois, très lentement. 4e image. Et là, le monde entier bascule. 2 mains entrelacées sur une table en teck blond. À gauche, une main fine aux ongles vernis rose pâle avec une bague émeraude au majeur qui capte la lumière rasante. À droite, une main masculine plus large avec une alliance en or blanc qui brille au soleil couchant. Clara connaît cette alliance par cœur. Elle l'a glissée au doigt d'Alexandre il y a 12 ans dans la mairie du 14e arrondissement sous les applaudissements de leur famille réunie. Elle connaît aussi la cicatrice en forme de croissant sur le pouce gauche, souvenir d'un accident de vélo quand il avait 17 ans. Elle connaît la forme exacte de ses doigts, la largeur de sa paume,
la manière dont il plie légèrement son auriculaire quand il est détendu. C'est la main de son mari, entrelacée avec celle de sa secrétaire. Aux Maldives, pendant qu'il est censé camper seul en forêt pour retrouver le silence et se reconnecter à l'essentiel. Le restaurant se met à tourner autour de Clara comme un manège détraqué. Les voix des autres clients deviennent du coton épais dans ses oreilles. La lumière du jour qui entre par les grandes baies vitrées lui semble soudain trop violente, insupportable. Elle entend sa propre respiration qui devient rapide et saccadée. Léa reprend doucement le téléphone et le pose sur la table entre leurs assiettes intactes. Elle tend une main vers celle de Clara qui reste figée. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas si je devais te montrer, mais je me suis dit que tu devais savoir, que tu méritais de savoir. » Clara ne répond pas. Elle ne peut pas parler. Sa gorge est complètement nouée. Elle pose calmement sa fourchette et se lève dans un mouvement mécanique. Ses jambes tremblent, mais la portent quand même. Elle attrape son sac, sort son portefeuille et pose un billet de 20 € sur la table d'une main qui ne tremble presque pas. « Clara, attends !» Elle traverse la salle bondée sans entendre les protestations de Léa. Elle bouscule un serveur qui porte un plateau et pousse la porte vitrée. Dehors, l'air froid de septembre la gifle au visage. Elle fait 3 pas sur le trottoir encombré de passants, se penche au-dessus d'une poubelle municipale verte et vomit violemment. 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que son estomac soit complètement vide et que ses côtes lui fassent mal. Elle se redresse et s'essuie la bouche du revers de la main. Un couple de touristes la regarde avec un mélange de dégoût et de pitié. Elle s'en fout complètement. Et c'est là, debout sur ce trottoir du Marais avec le goût acide de la bile dans la bouche, que quelque chose de froid et de métallique s'installe dans sa poitrine. Une clarté glaciale, tranchante, implacable. Elle ne pleure pas une larme. Elle respire lentement, régulièrement, comme on respire avant un examen difficile. Puis elle sort son téléphone de son sac, ouvre son application bancaire et commence à faire ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Reprendre le contrôle. Clara rentre directement à l'appartement du 15e sans répondre aux 3 appels de Léa qui vibrent dans son sac. Elle monte les 4 étages à pied, refuse d'attendre l'ascenseur, a besoin de sentir ses jambes bouger, ses muscles travailler, quelque chose de physique et de concret pour empêcher son esprit de basculer complètement. Elle ouvre la porte, la referme derrière elle et reste immobile dans l'entrée silencieuse pendant une longue minute. L'appartement sent encore l'aftershave d'Alexandre, ce mélange boisé et épicé qui flotte dans l'air comme un fantôme. Elle retire ses chaussures, pose son sac sur la console et marche pieds nus jusqu'au bureau. Le bureau d'Alexandre. Son sanctuaire interdit où elle n'entre jamais par respect pour son intimité professionnelle. Une pièce au mur tapissée de livres juridiques, un grand meuble en chêne massif, une lampe de notaire en laiton vert, des dossiers empilés avec un ordre maniaque. Clara s'assoit dans le fauteuil en cuir encore imprégné de son odeur et fixe le tiroir du bas fermé à clé. Elle n'hésite qu'une seconde. Elle va chercher un tournevis dans la cuisine, revient, glisse la pointe métallique dans la fente du tiroir et force d'un coup sec. Le bois craque légèrement. Le tiroir s'ouvre. À l'intérieur, une chemise cartonnée beige cachée sous des vieux contrats. Clara la sort avec des mains étonnamment stables et l'ouvre sur le bureau. Premier document, un relevé bancaire d'un compte qu'elle ne connaît pas. Compte personnel ouvert en janvier dernier au nom d'Alexandre seul. Elle parcourt les lignes avec une concentration absolue. Le 15 mars, un virement de 38 000 € depuis leur compte épargne commun. 38 000 € qu'il a transférés vers ce compte secret sans jamais lui en parler. Clara note le numéro de compte sur son téléphone. Deuxième document, une facture de l'hôtel Constance Halaveli Resort aux Maldives. Réservation pour 2 personnes du 16 au 23 septembre. Villa sur pilotis avec piscine privée. 4 800 € déjà payés en totalité le 20 mars. Le reçu porte la mention « Payé par carte bancaire » se terminant par 7829. Clara reconnaît les 4 derniers chiffres de la carte professionnelle d'Alexandre. Elle photographie le document avec son téléphone. Troisième document, une facture de la joaillerie Cartier avenue Montaigne, date du 14 février. 2 bracelets, love en or jaune 18 carats, prix unitaire 6 300 €, total 12 600 €, cadeau de la Saint-Valentin pour 2 personnes. Clara se souvient parfaitement du 14 février. Alexandre était rentré tard ce soir-là en prétextant un dîner client. Il lui avait offert un bouquet de roses rouges acheté à la va-vite dans une station-service.
Elle photographie cette facture aussi. Clara continue de fouiller méthodiquement. Elle trouve d'autres relevés bancaires, d'autres factures de restaurants gastronomiques pour deux, des reçus d'hôtel à Deauville, à Lyon, à Bordeaux lors de prétendus déplacements professionnels. Tout est là, noir sur blanc. Une vie parallèle construite depuis 16 mois avec l'argent de leur couple. Elle allume l'ordinateur qu'ils partagent depuis des années. Alexandre n'a jamais changé le mot de passe, trop sûr de lui, trop confiant dans son pouvoir de dissimulation. Clara tape la combinaison habituelle. Leur date de mariage suivie de ses initiales. L'écran s'ouvre. Elle accède à sa messagerie professionnelle, trouve un dossier archivé intitulé « Projet 2024 ». Un titre anodin. Elle clique. Des dizaines d'emails s'affichent. Échange entre Alexandre et Camille depuis février de l'année dernière. Clara en ouvre quelques-uns au hasard, lit des passages qui lui retournent l'estomac. « Mon loup, vivement ce week-end à Deauville, j'ai hâte de te retrouver loin de tout. Ma louve, tu me manques déjà. Ces 2 jours avec toi n'ont pas suffi. On pourrait partir vraiment loin ensemble, recommencer ailleurs, juste toi et moi. » Clara lit sans cligner des yeux. Chaque mot s'imprime dans sa mémoire comme une brûlure au fer rouge. Elle ne pleure toujours pas. Elle classe, mémorise, enregistre. Elle télécharge tous les emails, les sauvegarde sur un cloud crypté dont Alexandre ignore l'existence, imprime les plus accablants sur leur imprimante domestique. Quand elle a terminé, elle range méthodiquement tous les documents dans son propre sac. Les originaux, les copies, les photos sur son téléphone. Tout est sécurisé, dupliqué, hors d'atteinte. Elle se lève, éteint l'ordinateur et referme le tiroir fracturé du bureau. Alexandre verra que quelqu'un a fouillé. Elle s'en fout complètement. Le temps de la discrétion est terminé. Clara retourne au salon, s'assoit sur le canapé en cuir gris et fixe le mur blanc devant elle. Dehors, Paris continue sa vie indifférente dans un brouhaha lointain de klaxons et de moteurs. La lumière de l'après-midi décline lentement vers le soir. Elle ne ressent rien, ni tristesse, ni colère, ni désespoir. Juste cette clarté glaciale qui a remplacé tout le reste. Une lucidité parfaite, tranchante comme une lame de scalpel. La Clara sentimentale qui croyait encore au mariage vendredi matin vient de mourir. À sa place naît une femme qui sait exactement ce qu'elle doit faire. Le mercredi matin, Clara se présente au cabinet de Maître Fontaine, avenue Hoche dans le 8e arrondissement. Léa lui a donné le contact hier soir lors d'un appel bref où Clara a simplement dit qu'elle avait besoin d'une avocate spécialisée en divorce. Pas n'importe laquelle. La meilleure. L'immeuble haussmannien sans la cire et le cuir ancien. L'ascenseur monte lentement jusqu'au 3e étage. La secrétaire, une femme d'une 60aine d'années aux lunettes en écaille, la fait entrer dans un bureau aux boiseries sombres et aux bibliothèques juridiques qui montent jusqu'au plafond. Maître Fontaine se lève pour l'accueillir. Cinquantaine, cheveux gris coupés courts, tailleur noir impeccable, poignée de main ferme. Son regard gris acier évalue Clara en 3 secondes précises. « Asseyez-vous, madame. Léa m'a brièvement expliqué votre situation. Vous avez apporté des preuves ?» Clara pose sur le bureau en chêne massif la chemise cartonnée contenant tous les documents collectés lundi. Relevés bancaires, factures d'hôtel aux Maldives, reçus Cartier, emails imprimés. Elle les étale méthodiquement devant l'avocate comme un joueur de poker qui abat un carré d'as. Maître Fontaine chausse des lunettes demi-lune et examine chaque pièce avec une concentration absolue. Elle prend des notes, souligne certains montants, hoche la tête à plusieurs reprises. Le silence n'est troublé que par le bruit du stylo qui gratte le papier et le tic-tac discret d'une horloge ancienne. Clara attend sans bouger, main posée à plat sur ses genoux. Elle observe l'avocate qui lit les emails les plus accablants, ceux où Alexandre appelle Camille « ma louve » et parle de « recommencer une vie ailleurs ». L'expression de Maître Fontaine reste parfaitement neutre, mais Clara perçoit une lueur de satisfaction dans ses yeux. Après 10 longues minutes, l'avocate relève la tête et retire ses lunettes. Un sourire carnassier traverse brièvement son visage. Dossier en béton armé. Adultère caractérisé, détournement de fonds du foyer, dissimulation d'actifs importants. Votre mari va morfler, madame. Et je pèse mes mots. Clara ne sourit pas. Elle attend simplement la suite avec un calme qui la surprend elle-même. Maître Fontaine se cale dans son fauteuil en cuir et croise les doigts sous son menton. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, bloquer immédiatement tous les comptes joints pour éviter qu'ils vident tout. Je m'en occupe cet après-midi avec votre banque.
Deuxièmement, je demande dès demain au juge aux affaires familiales une ordonnance de jouissance exclusive de votre appartement. Avec ces preuves, nous l'obtiendrons sans difficulté. Il devra quitter les lieux sous 72 heures. Elle marque une pause et consulte ses notes. Troisièmement, nous exigeons le remboursement intégral des 38 000 € détournés, plus une prestation compensatoire substantielle compte tenu de la durée du mariage et de la gravité de sa faute. Nous demanderons également des dommages et intérêts pour préjudice moral. Avec un tel dossier, je vise 15 000 € minimum. Votre mari a bafoué ses obligations matrimoniales de manière répétée et calculée sur 16 mois. Le juge sera très réceptif. Clara écoute sans broncher. Chaque mot, chaque chiffre s'inscrit dans son esprit avec une précision chirurgicale. Elle sent une forme de satisfaction froide monter en elle. Pas de la joie. Juste la certitude qu'elle fait exactement ce qu'il faut faire. Combien de temps pour obtenir le divorce ? 6 à 8 mois maximum. Divorce pour faute aux torts exclusifs de votre époux. Vous obtiendrez probablement 60% de la valeur de l'appartement compte tenu des circonstances aggravantes. Votre bien est estimé à combien ? 520 000 € selon la dernière estimation. Maître Fontaine note le chiffre et hoche la tête. Parfait. Cela nous fait plus de 300 000 € pour vous, plus les remboursements et dommages. Il va perdre gros. Elle sort un mandat de représentation d'un tiroir et le pousse vers Clara. Si vous êtes d'accord, nous commençons immédiatement. Je bloque les comptes cet après-midi, je rédige la requête ce soir et je la dépose demain matin au tribunal. Votre mari recevra les papiers par huissier avant vendredi. Il ne s'y attend pas, n'est-ce pas ? Non, il rentre demain soir. Il croit que je ne sais rien. Le sourire de Maître Fontaine s'élargit légèrement. Excellent, l'effet de surprise joue toujours en notre faveur. Clara prend le stylo posé sur le bureau et signe le mandat d'une écriture ferme et régulière. Pas de tremblement, pas d'hésitation. Elle règle les honoraires de provision par chèque. 3 000 € pour commencer. Maître Fontaine range méthodiquement tous les documents dans un dossier neuf qu'elle étiquette au nom de Clara. Une dernière chose très importante. Votre mari va probablement tenter de vous contacter dès qu'il recevra les papiers. Il voudra s'expliquer, négocier, peut-être même vous supplier. Ne répondez à aucun appel, aucun message. Toute communication passe désormais exclusivement par moi. Vous comprenez ? Parfaitement. Clara se lève, serre la main de l'avocate et sort du bureau. Dans le couloir feutré, elle croise une femme d'une quarantaine d'années qui attend son tour, les yeux rougis, un mouchoir froissé dans la main. Clara détourne le regard. L'ascenseur redescend lentement. Clara regarde son reflet dans le miroir en laiton poli. La femme qui lui fait face a les traits tirés, les yeux cernés, mais le regard est clair et déterminé. Dehors, avenue Hoche, la circulation parisienne gronde. Le ciel d'octobre est gris et bas, chargé de pluie imminente. Clara boutonne son manteau et respire profondément l'air frais qui sent l'automne et le bituite mouillé. Elle n'est plus victime. Elle est en guerre. Maître Fontaine vient de lui donner les armes. Maintenant, elle attend le retour d'Alexandre pour porter le premier coup. Le vendredi soir, 19h30, Clara entend la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Elle est assise dans le salon, une seule lampe allumée, plongée dans une pénombre calculée. Sur la table basse en verre devant elle, elle a disposé avec soin son iPad ouvert sur le compte Instagram de Camille, les relevés bancaires surlignés en jaune fluo, les factures, quartiers, les emails imprimés étalés comme des cartes à jouer. Alexandre entre, bronzé, détendu, souriant. Il porte son sac North Face sur l'épaule et un autre plus petit rempli de ce qui ressemble à des branches et des pommes de pin ramassées à la va-vite. Des preuves pathétiques de son prétendu séjour en forêt. Il referme la porte, pose ses sacs dans l'entrée et avance vers le salon. Quand il aperçoit Clara assise dans la pénombre, il s'arrête net. Son sourire se fige. Il voit l'iPad, les papiers étalés, l'expression de pierre sur le visage de sa femme. « Clara, Elle lève une main. Un geste sec, autoritaire, qui le coupe net. Le silence retombe comme une lame de guillotine. Alexandre ouvre la bouche, la referme, hésite. Son teint bronzé semble soudain moins éclatant sous la lumière blafarde de la lampe. Il fait un pas vers elle. « Clara, écoute, je peux tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. » Elle ne répond pas. Elle se contente de tourner lentement l'iPad vers lui pour qu'il voie bien l'écran. La photo des deux mains entrelacées. Son alliance qui brille au soleil des Maldives.
la bague émeraude de Camille. Il blêmit instantanément. Qui t'a... Comment tu as... Peu importe. La voix de Clara est blanche, monocorde, glaciale, une voix qu'il ne lui connaît pas, une voix dépourvue de toute émotion, de toute chaleur, de toute humanité. Il recule d'un pas comme si elle venait de le gifler. « Clara, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. C'est compliqué. Je me sentais perdue, le travail me rongeait, j'avais besoin de... » « Tais-toi. » 2 mots. Secs comme des coups de feu. Alexandre se tait immédiatement. Clara se lève avec une lenteur calculée. Elle contourne la table basse sans le quitter des yeux. Elle s'approche de lui jusqu'à se tenir à moins d'1 mètre. Il sent son parfum habituel, ce mélange de jasmin et de vanille qu'il connaît depuis 12 ans, mais l'odeur lui semble étrangère maintenant, presque hostile. « Tes affaires sont dans 4 valises près de la porte d'entrée. J'ai tout emballé mercredi. Les papiers de divorce arrivent lundi matin par huissier. Tu as 72 heures pour quitter cet appartement dont j'ai obtenu la jouissance exclusive hier par ordonnance du juge aux affaires familiales. Les comptes joints sont bloqués depuis mercredi après-midi. Mon avocate réclame le remboursement intégral des 38 000 € que tu as détournés, plus 50 000 € de dommages et intérêts. » Elle débite tout cela d'une voix parfaitement calme, presque administrative, comme si elle lisait un bulletin météo. Alexandre la fixe, bouche ouverte, yeux écarquillés. Il semble ne pas comprendre ce qu'il entend. Puis la réalité le frappe comme un coup de poing dans l'estomac. « Tu fouilles à mes affaires maintenant. Tu n'as pas le droit. C'est de la violation de vie privée. Je vais porter plainte. » Clara laisse échapper un rire bref, sans joie, presque mécanique. « Vas-y, porte plainte. Mon avocate sera ravie d'ajouter cette menace au dossier. » Alexandre change de tactique. Son visage se froisse soudain. Il tend les mains vers elle dans un geste de supplication pathétique. « Clara, je t'en prie. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais on peut en parler. On peut arranger les choses. 12 ans de mariage, ça ne peut pas finir comme ça. Je t'aime encore. J'ai juste fait une erreur. Une énorme erreur. » Il fait un pas vers elle, tend la main pour toucher son bras. Clac. La gifle part toute seule, sèche, violente, précise. La paume de Clara percute la joue d'Alexandre avec un bruit mat qui résonne dans le silence du salon. Sa tête pivote sur le côté sous l'impact. Il recule en titubant, porte une main à sa joue qui rougit instantanément. Le silence qui suit est total, écrasant. Clara reste immobile, bras le long du corps, main encore légèrement tremblante. Elle ne dit rien. Elle le fixe simplement avec ce regard vide, glacial, dépourvu de toute humanité. Alexandre la regarde, bouche ouverte, main sur sa joue brûlante, incapable de prononcer un mot. Il vient de comprendre quelque chose d'essentiel. Cette femme devant lui n'est plus celle qu'il a quittée vendredi dernier. Cette femme-là est morte quelque part entre l'Instagram de Camille et le bureau de Maître Fontaine. Clara reprend la parole d'une voix encore plus froide qu'avant. 16 mois. Tu l'as baisé pendant 16 mois en me regardant dans les yeux tous les soirs en rentrant. Tu as volé notre argent commun pour l'emmener aux Maldives pendant que tu me racontais que tu partais camper seul. Tu lui as acheté la même bague que celle que tu m'as offerte pour nos 10 ans de mariage. » Sa voix ne monte pas. Elle reste parfaitement égale, froide, tranchante comme une lame de rasoir. « Alors non, Alexandre. On ne va pas en parler. On ne va rien arranger. Tu vas prendre tes valises et partir. Et si tu tentes de me contacter, de me supplier, de me menacer, mon avocate s'en occupera. Toute communication passe désormais par elle. Tu as compris ? » Alexandre ouvre la bouche pour protester encore, mais les mots ne sortent pas. Il baisse les yeux, ramasse ses 4 valises dans l'entrée d'un geste mécanique. Ses mains tremblent, visiblement. Il se retourne une dernière fois vers elle, cherche quelque chose à dire, ne trouve rien. « Clara ? Sors de chez moi. » Il sort. La porte se referme avec un claquement mat et définitif. Clara reste immobile au milieu du salon pendant une longue minute, bras le long du corps, respirant lentement. Sa main droite la brûle encore légèrement là où elle a frappé. Elle la regarde comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Puis elle va dans la chambre, s'allonge tout habillée sur le lit et fixe le plafond blanc dans l'obscurité. Les larmes viennent enfin. Silencieuses, brûlantes, incontrôlables. Elle coule sur ses tempes, mouille l'oreiller sous sa tête. Clara pleure sans bruit pendant 10 minutes, main crispée sur le couvre-lit.
Elle pleure 12 ans de mariage, les promesses trahies, les projets d'avenir qui n'existeront jamais, la femme qu'elle était vendredi matin et qui n'existe plus. Puis, aussi soudainement qu'elles sont venues, les larmes s'arrêtent. Clara s'essuie les yeux du revers de la main, se redresse et va dans la salle de bain. Elle se lave le visage à l'eau froide, se regarde dans le miroir. Ses yeux sont rouges, ses joues gonflées, mais son regard est clair. Elle respire profondément. C'est fini. La partie sentimentale de cette histoire est terminée. Maintenant commence la guerre. 2 semaines après le départ d'Alexandre, Clara reçoit un appel inattendu sur son téléphone portable. Numéro inconnu. Elle hésite une seconde avant de décrocher. « Madame Clara ?» Maître Arnaud à l'appareil, associé senior du cabinet Mercier & Associés. J'aurais besoin de vous rencontrer pour une affaire délicate concernant votre mari. Enfin, votre futur ex-mari. La voix est grave, embarrassée, choisit soigneusement ses mots. Clara sent immédiatement que quelque chose d'important se trame. Je vous écoute. Préférablement de vive voix si vous êtes disponible. Disons demain 11h, au café Le Dôme près du cabinet. Clara accepte et raccroche, intriguée. Le lendemain matin, elle arrive au café avec 5 minutes d'avance. Maître Arnaud est déjà installé à une table au fond, homme d'une 60aine d'années aux cheveux blancs, soigneusement coiffé, costume 3 pièces gris anthracite, visage marqué par la fatigue et l'embarras. Il se lève pour la saluer, lui serre la main et commande 2 cafés d'un geste nerveux. « Madame, je vais être direct. Depuis le départ précipité d'Alexandre, nous avons procédé à un audit interne de ses dossiers, comme le veut la procédure habituelle. » Il marque une pause, tripote sa cuillère dans sa tasse vide. « Nous avons découvert des irrégularités graves. Sur les 2 dernières années, Alexandre a surfacturé 3 de nos clients importants. Il gonflait les heures de travail, ajoutait des frais fictifs, encaissait la différence sur un compte secondaire que nous ignorions. Au total, 47 000 € de trop perçus. » Clara reste parfaitement immobile. Son café refroidit devant elle sans qu'elle y touche. Maître Arnaud continue d'une voix embarrassée. « Le cabinet souhaite éviter le scandale. Nous proposons à Alexandre un arrangement à l'amiable s'il rembourse intégralement les sommes détournées. Mais nous avons besoin de le contacter rapidement et il ne répond plus à nos appels depuis qu'il a quitté le cabinet. Auriez-vous ses coordonnées actuelles ?» Clara reste silencieuse 3 longues secondes. Elle réfléchit à toute vitesse. 47 000 € détournés en plus des 38 000 € volés dans leur épargne commune. Alexandre n'est pas juste un mari infidèle, c'est un escroc. Elle pourrait donner les coordonnées de son avocate, faciliter l'arrangement à l'amiable, permettre à Alexandre de s'en sortir discrètement. Mais quelque chose de froid et de dur s'est définitivement installé dans sa poitrine depuis la gifle. Elle relève les yeux vers Maître Arnaud et parle d'une voix parfaitement calme. « Je vous transmets les coordonnées de Maître Fontaine, son avocate dans notre procédure de divorce. Mais si vous voulez mon avis personnel, vous devriez porter plainte. » Maître Arnaud sursaute légèrement. « Porter plainte? Mais le scandale. Mon divorce prouvera que ces 47 000 € n'ont jamais bénéficié à notre foyer conjugal. Il les a utilisés pour financer sa liaison extra-conjugale. Hôtel de luxe, restaurant gastronomique, bijoux pour sa maîtresse. J'ai tous les relevés. Cela aggrave considérablement son cas devant un tribunal. Abus de confiance caractérisé, détournement de fonds à des fins personnelles. » Elle marque une pause et soutient le regard stupéfait de l'avocat. Alexandre ne mérite pas d'arrangement à l'amiable. Il mérite les conséquences de ses actes. Tous ses actes. Maître Arnaud hoche lentement la tête, visiblement ébranlé par la froideur implacable de Clara. Il note les coordonnées de Maître Fontaine sur un carnet en cuir, règle les cafés et se lève. « Merci pour votre franchise, madame. Le conseil des associés se réunira cette semaine pour décider de la marche à suivre. » Il part, dos légèrement voûté, comme un homme qui porte soudain un poids trop lourd. Clara reste seule à la table, fixe sa tasse de café froid devant elle. Dehors, Paris continue sa vie indifférente dans un flot incessant de passants pressés et de voitures qui klaxonnent. Elle vient de condamner Alexandre à bien plus qu'un divorce. Elle vient probablement de déclencher une plainte pénale qui le suivra pendant des années, détruira définitivement sa carrière d'avocat, le marquera au fer rouge dans tout le milieu juridique parisien. Elle attend de ressentir de la culpabilité, du remords, peut-être même de la pitié. Rien ne vient. Juste une satisfaction froide, presque clinique. Alexandre a construit sa propre chute pierre par pierre,
mensonge par mensonge, trahison par trahison. Elle n'a fait qu'éclairer la vérité avec une lampe crue et implacable. Elle sort du café, boutonne son manteau contre le vent frais d'octobre et marche jusqu'au square Récamier tout proche. Elle s'assoit sur un banc en bois sous un marronnier aux feuilles jaunies qui commencent à tomber. Là, seule face aux arbres et au ciel gris, elle laisse échapper un rire bref, nerveux, presque incrédule. Alexandre ne perd pas qu'elle. Il perd tout. Et elle n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. La vérité a suffi. 3 mois après le départ d'Alexandre, Clara vit seule dans l'appartement du 15e qui lui semble à la fois trop grand et parfaitement adapté à sa nouvelle vie. Certains soirs pèsent encore lourd. Le silence, les habitudes fantômes, le lit vide qui sent maintenant uniquement son propre parfum. Mais elle refuse de s'apitoyer sur elle-même. Le divorce avance vite. Alexandre, acculé par la plainte du cabinet et endetté après avoir dû rembourser les 47 000 € détournés, ne conteste plus rien. Maître Fontaine appelle régulièrement avec des nouvelles encourageantes. Le jugement devrait tomber dans 3 mois maximum. Clara a pris une décision importante la semaine dernière. Elle s'est inscrite à un atelier de céramique rue Oberkampf, dans le 11e arrondissement. Une passion abandonnée il y a 15 ans pour soutenir la carrière d'Alexandre, pour être la femme parfaite qui attend patiemment le retour de son mari avocat brillant. Le mercredi soir, elle pousse la porte de l'atelier situé au fond d'une cour pavée. L'odeur de la terre humide et du bois la saisit immédiatement. Une dizaine de personnes sont déjà installées devant leur tour, mains plongées dans l'argile grise qui tourne lentement. L'enseignante s'appelle Michel. 60 ans, cheveux blancs coupés très courts, mains couvertes de taches d'argile séchée, sourire chaleureux et regard perçant. Elle accueille Clara sans poser de questions indiscrètes, lui montre simplement comment centrer la terre sur le tour, comment sentir la matière sous ses paumes. Les premières semaines sont frustrantes. Clara rate presque tout. Ses bols s'effondrent, ses vases penchent dangereusement, ses mains tremblent trop. Mais elle persévère avec une obstination qu'elle ne se connaissait pas. Puis, un mercredi soir de novembre, quelque chose change. Ses mains trouvent enfin le rythme. L'argile monte sous ses doigts, docile, presque vivante. Elle modèle un bol irrégulier, asymétrique, imparfait, mais beau dans sa sincérité brute. Quelque chose de profondément satisfaisant monte en elle, une paix qu'elle n'a pas ressentie depuis des mois. Michel s'approche, observe le bol en silence, puis pose une main sur l'épaule de Clara. « Vous modelez comme quelqu'un qui renaît. » Clara lève les yeux vers elle, surprise par la justesse de l'observation. C'est exactement ça. Michel sourit et retourne à son propre tour sans rien ajouter. Ce soir-là, en rentrant chez elle avec son bol encore humide enveloppé dans du papier journal, Clara se sent différente, plus légère. Comme si l'argile avait absorbé une partie de la douleur qu'elle portait depuis septembre. Léa l'invite dîner chaque semaine, refuse catégoriquement de la laisser s'isoler. Elle parle de tout sauf d'Alexandre. Projets d'avenir, voyages possibles, expositions à voir, livres à lire. Léa a cette capacité rare de savoir quand pousser Clara à sortir et quand la laisser respirer. Un soir de décembre, alors qu'elle dîne dans un petit restaurant vietnamien près de Bastille, Léa pose une question directe. « Tu vas bien vraiment ou tu fais semblant ?» Clara réfléchit honnêtement avant de répondre. « Je vais mieux. Certains jours sont encore difficiles, mais je ne regrette rien. Partir était la seule option. Rester aurait été me tuer à petit feu. » Léa hoche la tête et lève son verre de vin blanc. « À ta renaissance, alors. » Clara trinque avec elle, sourit pour la première fois depuis longtemps d'un sourire qui vient vraiment du fond d'elle-même. « À ma renaissance. » Le divorce sera prononcé en février. Clara a déjà commencé à chercher un nouvel appartement plus petit, plus lumineux, quelque part dans l'Est parisien. Un endroit qui n'aura aucun souvenir d'Alexandre. Un endroit qui sera entièrement à elle. En attendant, elle continue de modeler l'argile tous les mercredis soirs. Et lentement, patiemment, elle se reconstruit. Comme on reconstruit un bol brisé, en faisant de la fracture une ligne de force. 6 mois jour pour jour après la photo Instagram des Maldives, Clara entre dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris. Mars apporte une lumière grise et froide qui filtre à travers les hautes fenêtres de la salle aux murs beige et aux bancs en bois sombre. L'odeur de vieux papier et de cire flotte dans l'air. Maître Fontaine l'attend déjà, tailleur noir impeccable, dossier épais sous le bras, regard confiant.
Elle serre brièvement la main de Clara. Tout va bien se passer. Avec un tel dossier, nous ne pouvons pas perdre. Clara hoche la tête sans répondre. Elle porte un tailleur gris sobre, cheveux attachés en chignon bas, maquillage discret. Elle a l'air de ce qu'elle est devenue, une femme qui a traversé l'enfer et en est ressortie plus dure, plus claire, plus libre. Alexandre arrive 10 minutes plus tard, accompagné de son avocat commis d'office. Il a maigri, les traits tirés, les cheveux poivre et sel moins soignés qu'avant. Il porte un costume froissé qui a connu des jours meilleurs. Derrière lui, Camille entre discrètement et s'assoit au fond de la salle. Clara remarque immédiatement son ventre arrondi sous un manteau beige. 6 mois de grossesse, probablement. Alexandre croise brièvement le regard de Clara. Elle ne détourne pas les yeux. Elle le fixe avec une indifférence totale, comme on regarde un inconnu dans le métro. Il baisse les yeux le premier et s'assoit à la table de la défense. Le juge entre, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes rondes et au visage sévère. Tout le monde se lève, puis se rassoit dans un bruissement de vêtements et de papier froissé. L'audience dure 1h30. Maître Fontaine présente méthodiquement toutes les preuves. Photos Instagram, relevés bancaires, factures d'hôtel, email d'amour, témoignages écrits du cabinet Mercier concernant le détournement de fonds professionnels. Elle parle d'une voix posée, factuelle, implacable. Chaque pièce du dossier s'empile comme les pierres d'un mur infranchissable. L'avocat d'Alexandre tente de minimiser, parle de moments d'égarement, de crise de la quarantaine, de regrets sincères. Ses arguments sonnent creux dans la salle silencieuse. Le juge l'écoute avec une expression neutre qui n'augure rien de bon pour Alexandre. Quand vient le tour de Clara de témoigner, elle se lève et s'avance vers la barre. Le juge lui demande de confirmer les faits. Clara parle d'une voix claire et posée. Pas de larmes, pas de trémolo dans la voix, pas de victimisation excessive. Juste les faits, nus et durs. Mon mari m'a trompé pendant 16 mois avec sa secrétaire. Il a détourné 38 000 € de notre épargne commune pour financer cette liaison. Il m'a menti systématiquement pendant tout ce temps. Je demande le divorce à ses torts exclusifs. Le juge hoche la tête et prend des notes. 3 semaines plus tard, le jugement tombe. Maître Fontaine appelle Clara un mardi matin, voix triomphante. Nous avons gagné sur toute la ligne. Clara s'assoit sur le canapé de son salon et écoute. Divorce prononcé aux torts exclusifs d'Alexandre pour adultère, dissimulation d'actifs et manquement grave au devoir du mariage. Clara obtient 62% de la valeur de l'appartement, soit 322 400 €. Prestation compensatoire de 28 000 €. Remboursement intégral des 38 000 € détournés. 15 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral. Total, plus de 400 000 €. Clara reste silencieuse quelques secondes, laisse les chiffres s'imprimer dans son esprit. Merci, maître. Pour tout. C'est vous qui avez tout fait, Clara. Moi, j'ai juste présenté vos preuves. Vous avez été d'une dignité remarquable du premier au dernier jour. Clara raccroche et reste assise dans le silence de son appartement. Dehors, Paris s'éveille sous un ciel de mars lavé par la pluie nocturne. Les toits brillent, les arbres bourgeonnent timidement. Elle n'éprouve pas de joie explosive, pas d'euphorie vengeresse. Juste une satisfaction profonde, sobre, définitive. Ce n'est pas la vengeance qui la comble, c'est la justice. Et surtout, c'est la certitude absolue qu'elle est enfin, totalement, irrévocablement libre. Alexandre appartient au passé. L'avenir lui appartient entièrement. 1 an jour pour jour après la photo Instagram des Maldives, Clara inaugure son propre atelier boutique de céramique rue de Charonne, dans le 11e arrondissement. L'espace fait 40 mètres carrés, vitrines blanches donnant sur la rue, murs en briques apparentes, étagères en bois brut où reposent ses créations. Bols asymétriques, vases irréguliers, tasses imparfaites, chaque pièce porte la marque de ses mains et de sa renaissance. Elle a investi 80 000 € de sa part du divorce. Le reste dort sur un compte d'épargne qui porte uniquement son nom. L'inauguration attire une trentaine de personnes. Léa arrive la première avec une bouteille de champagne et un bouquet de pivoine rose. Michel, son professeur de céramique, vient avec 3 de ses élèves. Des voisins curieux, d'anciens collègues de son travail d'avant Alexandre, des clients déjà conquis par ses pièces vendues dans une boutique coopérative de Belleville.
Clara porte une robe bleu nuit simple qui tombe juste au-dessus des genoux, cheveux coupés courts depuis février dans un carré qui lui dégage le visage, un éclat dans le regard qu'elle avait perdu depuis des années sans même s'en rendre compte. Elle lève sa coupe de champagne et remercie tout le monde d'une voix claire qui ne tremble pas. Il y a 1 an, je pensais que ma vie était finie. Aujourd'hui, elle commence vraiment. Merci d'être là pour ce nouveau départ. Les applaudissements résonnent dans le petit espace. Léa essuie discrètement une larme au coin de son œil. Dans la foule, Clara aperçoit un homme d'une 50aine d'années qu'elle n'a jamais vu. Cheveux grisonnants, pull en laine grise, regard doux et intelligent. Il se tient devant un vase tourné couleur terre cuite et l'observe longuement comme on observe une œuvre d'art dans un musée. Clara s'approche avec un sourire professionnel. « Vous cherchez quelque chose en particulier ?» L'homme lève les yeux et sourit. « J'admire surtout. Vos pièces ont quelque chose de rare. On sent la main qui les a façonnées, les hésitations, les corrections, la patience. C'est vivant. » Clara sent une chaleur monter dans sa poitrine. Un compliment sincère, technique, qui vient de quelqu'un qui comprend vraiment. « Vous travaillez la céramique ?»« Non. Je restaure des livres anciens. Mais c'est le même principe. Réparer ce qui est brisé, redonner vie à ce qui semblait perdu. » Leurs regards se croisent une seconde de trop. Clara détourne les yeux la première, troublée par cette connexion immédiate et inattendue. « Je m'appelle Vincent. » Clara. Il sort une carte de visite de sa poche et la lui tend. « Si jamais vous avez besoin de faire relier un catalogue ou quoi que ce soit, ou simplement pour parler artisanat autour d'un café. » Clara prend la carte et la glisse dans la poche de sa robe sans s'engager à rien. « Peut-être. Merci. » Il sourit, achète le vase terre-cotte et part avec un signe de tête discret. La soirée se prolonge jusqu'à 22 heures. Quand le dernier invité franchit la porte, Clara reste seule dans son atelier. Elle range les coupes vides, essuie les traces de champagne sur le comptoir en bois, éteint les guirlandes lumineuses qu'elle a installées pour l'occasion. Elle s'apprête à fermer quand elle aperçoit de l'autre côté de la rue une silhouette familière qui s'éloigne lentement sous les réverbères. Alexandre. Dos voûté, démarche fatiguée, poussant une poussette. Il ne l'a pas vue. Il passe devant sa boutique sans lever les yeux, fantôme de sa propre vie, prisonnier de choix qui l'ont mené exactement là où il se trouve maintenant. Clara le regarde s'éloigner et disparaître au coin de la rue sans ressentir quoi que ce soit. Ni satisfaction vengeresse, ni pitié, ni rancune, ni pardon. Juste une indifférence totale, paisible, définitive qui s'installe en elle comme une évidence. Il n'existe plus dans son univers, et cette certitude ne lui fait ni chaud ni froid. Sa vengeance n'a jamais été sa destruction à lui, mais de devenir quelqu'un qu'il ne méritait pas, quelqu'un de libre, de debout, de vivant. Elle éteint les lumières de l'atelier, ferme la porte à clé et marche vers chez elle sous les étoiles rares de Paris. Sa main glisse dans sa poche et sent la carte de visite de Vincent entre ses doigts. Demain, peut-être, elle l'appellera. Ou peut-être pas. Pour la première fois depuis des années, le choix lui appartient entièrement, et c'est la plus belle des libertés. Impitoyable dans sa renaissance. L'histoire de Clara se termine ici, mais peut-être que la vôtre commence aujourd'hui. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de détruire celui qui nous a trahis, mais de devenir quelqu'un qu'il ne méritait jamais. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez votre avis en commentaire. Votre retour compte énormément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire.